Bonjour à tous, je me présente, je suis Samuel Saint-Amour, je suis étudiant au doctorat en santé et société à l'UQAM, puis je suis membre étudiant du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Soutenir les proches aidants d'aînés tout au long de leur parcours, une réelle nécessité, organisé par l'Axe santé mentale des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec, en collaboration avec le réseau Calaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance est enregistrée pour ensuite être rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Notre première conférencière aujourd'hui est Véronique Dubé, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche Marguerite Diouville d'intervention humaniste en soins infirmiers de l'Université de Montréal et chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM. La seconde conférencière est Mélanie Péroux, coordonnatrice générale au Regroupement des aidants naturels du Québec. À la suite des deux présentations, nous aurons une période de questions et d'échanges avec l'audience. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour nos conférenciers dans le module questions et réponses situé au bas de votre écran. Pour toute autre question, vous pouvez les écrire dans le module converser et Denise, la coordonnatrice de l'Axe santé mentale, se fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à inscrire dans le module conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus d'une personne. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, ainsi que les liens pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Sans plus tarder, je vais céder la parole à professeure Véronique Dubé. Merci beaucoup, Samuel. Alors, je remercie également l'Axe stratégique santé mentale des populations du RRSPQ pour l'invitation. Et je tiens également à vous remercier de partager votre heure de lunch avec nous pour échanger sur la grande nécessité de soutenir donc les proches aidants d'aînés tout au long de leur parcours d'aide. Donc, je débuterai dans cette première portion du webinaire, puis comme le mentionnait Samuel, je céderai la parole à Mme Mélanie Péroux, qui est coordonnatrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec, qui offrira la perspective du regroupement sur cette thématique-là et même au-delà. Alors, commençons tout d'abord cette présentation par un bref plan de la présentation. Alors, pour cette première portion d'une vingtaine de minutes, je vous propose tout d'abord de faire un bref survol des aspects gratifiants du rôle de proche aidant et des conséquences de ce rôle-là sur leur vie. Et nous discuterons sommairement des besoins connus de soutien de service pour les proches aidants d'aînés. Puis, la présentation portera essentiellement sur les résultats d'une enquête qui porte sur la satisfaction des aidants au regard de services obtenus par des organismes communautaires, une enquête que nous avons menée au sein de la chaire Marguerite Diouville. Et dans la deuxième portion de ce webinaire, vous aurez, comme je vous disais tantôt, la chance d'avoir le point de vue du regroupement des aidants naturels du Québec, puis on terminera avec un échange avec vous comme participants. Alors, j'espère que nous saurons susciter votre intérêt et vos questions. Alors, sans plus tarder, le visage de l'approche aidance au Québec a évolué à travers les dernières décennies. Le concept même de proche aidance donc a évolué. C'est le reflet de l'évolution de notre société. Donc, autant d'aidants, autant de raisons de prendre soin, autant de parcours. On tente de dégager de grandes tendances, mais encore aujourd'hui, la définition de proche aidant est sujette à discussion. Alors, pour ce webinaire-là, je m'appuierai sur la définition du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les proches aidants lorsque je me référais donc à cette notion-là de proche aidant, soit toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu, occasionnel, à titre non professionnel à une personne ayant une incapacité, que ce soit un membre de la famille ou un ami. Alors, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, on dit que c'est le quart de la population québécoise de 15 ans et plus, donc c'est environ 1,6 million personnes qui sont proches aidants, dont un peu plus d'hommes que de femmes. Alors, à compter, par exemple, de 65 ans, on dit qu'il n'y a pas de différence selon les sexes. Alors, il y a plus de femmes que d'hommes dans la population en général. On va dire de 29 contre 21 d'hommes. Mais cette différence-là s'atténue donc à partir de 65 ans et c'est vraiment la tranche des 45 à 65 ans qui représente la plus grande proportion de proches aidants avec 49 et le groupe des 65 ans et plus représente tout de même 30 dans le cadre de cette présentation, j'ajouterai à la définition des proches aidants que je vous ai présentée qu'on s'attardera davantage aux proches aidants d'aînés, soit des proches aidants offrant du soutien ou des soins à une personne âgée de plus de 65 ans. Donc, ce n'est pas l'aidant qui est âgé de 65 ans et plus, mais bien la personne qui l'aide.
Alors, être proche aidant d'aînés, c'est un engagement qui peut être sur du long terme. Pour certains aidants, ça va jusqu'à 20 ans. C'est aussi un engagement qui peut être non seulement long, mais aussi gratifiant. Par exemple, certains aidants vont nous témoigner, dire de se sentir plus utile, d'avoir l'impression de redonner à la personne aidée, de donner un sens à leur vie. Alors, pour certains aidants, on dira même que la relation avec la personne aidée s'est renforcée durant cette relation de aidant-aidé. Mais au-delà des aspects gratifiants, il y a également de nombreuses conséquences, de nombreux impacts qui ont été largement documentés. Des conséquences sur la santé physique, la santé mentale, la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle et sociale. Alors, si on fait le tour rapidement de ces quelques sphères, on peut constater qu'il y a des conséquences effectivement sur la vie personnelle et familiale, notamment par la réduction du temps qui est passé avec le conjoint, par exemple, avec ses enfants, avec les membres de la famille. Également, la réduction du temps qui est consacré au passe-temps, à la détente. Certains proches aidants nous mentionnent devoir annuler des projets de vacances. Si c'est et voire ne pas prendre de vacances pendant de longues périodes. Il y a également des conséquences sur la vie sociale, professionnelle. C'est la réduction du temps passé avec des amis, à des activités sociales, de bénévolat. C'est également la diminution des heures travaillées, voire une précipitation de la retraite. Donc, autant de conséquences sur la vie sociale et professionnelle qui vont contribuer au sentiment d'isolement de ces aidants, un sentiment d'isolement social. C'est assumer ce rôle-là peut avoir des conséquences également sur le plan financier, la diminution, comme je vous disais, du temps consacré à un emploi rémunéré pour certaines précipitations de la retraite, mais également les coûts qui sont associés, tels que les frais de transport ou de déplacement ou de soins et de services auprès de la personne aidée. Il y a également des conséquences sur la santé physique et mentale qui sont bien documentées, une diminution des activités physiques, des habitudes alimentaires peut-être moins saines, des problèmes de sommeil importants, un stress accru associé à devoir composer avec la santé d'un proche qui se détériore, à satisfaire les besoins d'un proche qui sont variables, composées avec des humeurs changeantes ou des problèmes de communication si parfois la personne aidée est atteinte de déficit cognitif. Alors, c'est des aidants qui témoignent être aux prises avec une surcharge émotive, avec des difficultés également à gérer certains conflits familiaux en lien avec les soins dispensés ou les décisions qui sont prises, à devoir prendre aussi des responsabilités ou des décisions lorsque le proche n'est plus en mesure de le faire et de devoir naviguer pour trouver l'aide disponible pour leurs proches et pour eux-mêmes. Alors, c'est un difficile équilibre entre les différentes responsabilités qui sont liées au rôle d'aidant et les autres rôles assumés par ces personnes qui peut entraîner donc un sentiment de fardeau, de la détresse psychologique et voire de la dépression. Alors, peut-être que nous avons vu beaucoup nos proches aidants comme des partenaires de soins pour le maintien à domicile des personnes âgées, mais également des personnes peut-être qui devraient être considérées comme ayant leurs propres besoins et qui ont besoin de soutien pour eux-mêmes et non seulement comme des partenaires de soins qui fournissent des soins et des services aux personnes âgées. Il est reconnu encore là dans la littérature que les aidants ont des besoins variés, des besoins ici que je vous ai référés selon 4 grands domaines, ces 4 grands domaines de besoins qui ont été classés notamment à travers les services offerts par l'appui et l'organisme partenaire, l'appui pour les proches aidants d'aînés. Donc, des besoins en matière d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit. Et il y a plusieurs organismes communautaires à travers la province qui visent justement à offrir des services qui sont alignés avec les besoins des aidants le plus possible. Et comment nos proches aidants, donc, d'aînés utilisateurs de ces services-là, perçoivent-ils ces services lorsqu'ils y ont accès? Quels sont les aspects les plus et les moins appréciés de ces services et de quel autre type de service auraient-ils besoin? C'est ce que nous avons tenté de découvrir à travers une enquête. Alors, pour le reste de la présentation, je vous présenterai davantage ce que nous avons fait comme enquête, c'est-à-dire une enquête sur la satisfaction des proches aidants concernant les services obtenus par des organismes communautaires financés par les 17 appuis pour les proches aidants d'aînés du Québec, des appuis régionaux. Donc, au moyen d'un questionnaire qui est administré lors d'entrevues téléphoniques réalisées entre le 15 mai 2017 et le 2 juillet 2018 auprès quand même de 285 aidants.
qui recevait un nombre total de 506 services, soit approximativement 1,8 services par aidant. Alors, nous avons pu évaluer 506 services qui se déclinent ainsi selon les types de services: 128 services d'information, 99 services de formation, 145 services de soutien psychosocial et 134 services de répit. Alors, le questionnaire employé pour faire cette enquête avait été préalablement élaboré et validé et était administré par une intervieweuse en approximativement 30 minutes. Il comprenait 78 questions, dont 40 questions à choix de réponse avec une échelle de type Likert et 38 questions ouvertes à brève réponse. Plus précisément, les 4 premières sections du questionnaire visaient à connaître la satisfaction des aidants par rapport donc aux 4 types de services mentionnés antérieurement: information, formation, soutien psychosocial et répit, et également les aspects les plus et les moins appréciés de ces services-là. Il y avait une question qui abordait également la satisfaction concernant les modalités de dispensation de l'aide et du soutien pour l'ensemble des services reçus et les recommandations par rapport à ces services. Enfin, les dernières sections étaient composées de questions générales, notamment sur le moment pour le début des services versus le moment qui était souhaité pour les recevoir, les circonstances qui ont amené à demander de l'aide, les autres types de services requis et une batterie de questions d'ordre sociodémographique pour avoir un meilleur profil de nos proches aidants et de leur aider. Les proches aidants ont été interviewés évidemment à l'égard seulement des services qui étaient reçus et nous avions différents critères d'inclusion et d'exclusion. Alors, nos aidants, parmi les critères d'inclusion, devaient avoir obtenu dans les 6 derniers mois des services d'information, de formation, de soutien psychosocial ou de répit, donc vraiment dans cette période de 6 mois-là, être le proche aidant d'une personne âgée de 65 ans ou plus, résidant à son domicile, au domicile de l'aidant ou en résidence pour personnes autonomes ou semi-autonomes, être capable de comprendre et de s'exprimer en français. Et en termes de critères d'exclusion, c'était des aidants, être l'aidant d'une personne âgée de moins de 65 ans était un critère d'exclusion, et être l'aidant d'une personne admise en centre d'hébergement et de soins de longue durée était également un critère d'exclusion, puisqu'on voulait vraiment cibler les services obtenus dans la période de soutien à domicile. Je vous propose maintenant de regarder sommairement ce que les aidants ont mentionné à l'égard de chacun des types de services en termes de ce qui a été le plus et le moins apprécié des services. Je vais vous faire fi de la satisfaction en termes de pourcentage et des nombreux items qui ont été évalués au questionnaire. Ça fera l'objet d'une publication, alors pour ceux que ça intéresserait. Alors, tout d'abord, je vais aborder les services d'information. On dira que les services d'information se définissent comme des activités qui visent à informer le proche aidant des services et des connaissances qui sont utiles à son rôle. Alors, ces services-là vont regrouper différentes activités en lien avec des séances d'information, des rencontres ou des activités de sensibilisation telles que sont définis ces types de services par l'appui pour les proches aidants d'aînés. Vous verrez donc à l'écran que ce qui est davantage apprécié et moins apprécié par les aidants. Alors, le plus apprécié, ce sont les contenus comme tels d'informations par leur pertinence, la diversité des renseignements, mais aussi toutes les informations qui sont liées aux maladies et à leurs conséquences. La qualité des intervenants, notamment par leur accueil, la disponibilité et la compétence de ceux-ci, a été très largement soulignée par les aidants. Et la possibilité de partager entre les aidants lors de ces activités d'information-là et donc de se sentir moins isolés était également des éléments appréciés des services d'information de façon générale. Ce qui était un peu moins apprécié, c'est en termes d'organisation du service, le roulement ou le manque de personnel lié donc aux activités d'information si celles-ci se déroulaient sur une plus longue période, le manque de suivi peut-être entre les intervenants pour assurer la cohérence et la non-gratuité des services ou du stationnement pour avoir accès à ce service-là était également un frein et un aspect moins apprécié par les aidants. Lorsqu'on a demandé aux aidants s'ils recommanderaient ce service, à 99 % des aidants recommanderaient les services d'information. Ils nous ont dit que, notamment, pourquoi ils les recommanderaient, puisque ça donne un soutien émotionnel, ça brise l'isolement, comme je vous le mentionnais. C'est toute la qualité et la pertinence des informations fournies. Et c'est les informations aussi qui sont fournies sur les autres types de services auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé qui étaient donc appréciés.
Alors, vous avez ici le verbatim à l'écran d'une de nos aidantes qui disait qu'au début de la maladie, elle dit, je ne savais pas quoi faire, où aller. Alors, le service d'information, je sais où je m'en vais, je sais quoi faire et je comprends maintenant mieux la maladie. Si on se tourne maintenant vers les services de formation, alors, les services de formation sont des activités qui vont viser davantage à développer les connaissances, les compétences et les comportements chez le proche aidant et ils comprennent autant des ateliers ou des activités de formation en groupe ou en individuel. Ils sont d'une durée variable et c'est offert par habituellement un expert reconnu dans son domaine. Alors, ce qui était apprécié des activités ou des services de formation, c'était encore une fois la qualité du contenu et la pertinence des outils qui sont proposés, les trucs qui sont échangés lorsque c'est offert en groupe, les renseignements divers qui sont fournis et leur aspect davantage pratico-pratique. Comment est-ce qu'on compose dans le quotidien avec une personne aidée, notamment au niveau de la communication? Comment est-ce que en tant qu'aidant, j'agis adéquatement? Est-ce que je fais les bonnes choses? C'est aussi apprécié pour le fait que ça vient, par l'effet de groupe, briser l'isolement et de rassurer, d'aider l'aidant à aller de l'avant dans son rôle. Ce qui est parfois moins apprécié, c'est l'animation et la gestion du groupe. Certains aidants nous témoignaient de difficultés à prendre leur place au sein du groupe, certains aidants peut-être qui prenaient plus de place et la difficulté de l'animateur de pouvoir gérer ou manager les dynamiques de groupe, c'était variable. La durée des sessions était souvent dite insuffisante et la répétition de certains contenus d'une session de formation à une autre pouvait être aussi un aspect qui pouvait être moins apprécié. Certains aidants disant avoir déjà entendu les éléments d'information qui avaient une redondance ou une répétition pour certains. Alors, si on leur demandait s'ils recommanderaient le service, à cette fois-ci, 100% des aidants recommanderaient les services de formation. Alors, notamment pour la part sur le plan émotionnel, de ne pas se sentir seul et aussi d'être aidés, ce qui les encourage dans leur rôle et leur donne un boost d'énergie. C'était également recommandé parce que ça aidait à mieux gérer le stress et parfois la colère ou les émotions difficiles. Ça leur permet aussi de se sortir de situations difficiles, de sortir de l'isolement. Ça leur permet d'apprendre à mieux faire face au quotidien et à agir plus adéquatement. Et c'est toutes les connaissances acquises et les outils transmis qui aident à être plus confortable dans le rôle d'aidant tout en prenant soin de soi qui ont été soulignés. Alors, encore ici, vous avez le verbatim d'une aidante qui disait « ça aide, ça donne des moyens pour aider l'autre, pour rester calme et sensible à mon mari, ça donne des trucs pour comprendre sa situation ». En termes de services de soutien psychosocial, le soutien comprend ici davantage les services liés à l'écoute, au soutien des références de consultation, des suivis offerts aux proches aidants pour davantage prévenir la détresse psychologique. Et ça comprend les interventions psychosociales autant individuelles qu'en groupe. Encore une fois, la définition était suggérée par l'appui pour les proches aidants. Alors, qu'est-ce que les aidants nous ont dit qu'ils appréciaient le plus des services de soutien psychosocial? C'est encore une fois la qualité des intervenants au niveau de l'écoute, de la disponibilité, de l'accueil, du respect et leur dévouement à vouloir les soutenir et à les aider. C'est tous les apprentissages qu'ils ont pu développer à travers ces activités ou ces services et la compréhension aussi de ce qu'ils doivent faire ou ont à assumer comme rôle, mais aussi les ressources qui peuvent être mises en place et comment faire pour aller les rechercher. Dans ce qui était moins apprécié pour certains d'entre eux, c'était des offres de groupes de soutien sans possibilité d'avoir des rencontres individuelles qui leur aient permis d'aller un peu plus en profondeur avec des particularités ou des spécificités liées à leur rôle. C'est les limites qui étaient imposées quant au nombre de rencontres pour certains d'entre eux. C'est également les bris de service lors des vacances. Ce qu'ils nous disent, c'est que nous, on est aidants
365 jours par année. Alors, pour nous, les vacances, ça peut interrompre le rythme et le soutien qui est offert. Le roulement de personnel est également mentionné comme une difficulté. On a l'impression de devoir recommencer, réexpliquer ce qu'on avait déjà entamé et de raconter notre histoire à niveau. Et c'est pour certains aussi l'absence de calendrier pour les rencontres, pour certains d'entre eux, où est-ce que c'était difficile à savoir d'avance. Néanmoins, 99% des aidants recommanderaient les services de soutien psychosocial pour l'apport au plan émotionnel, le sentiment d'être moins seul, la réduction du stress, l'anxiété qui est liée au rôle et aussi la possibilité de se confier et d'être reçu sans jugement. Alors, avoir la possibilité d'aller, un des verbatims, avoir la possibilité d'aller plus souvent, par exemple, une fois par semaine au lieu d'une fois chaque 2 semaines. Alors, les aidants avaient même des idées à nous transmettre pour améliorer chacun des services qui sont obtenus et assurer une espèce de continuité et aussi une adhésion plus forte en permettant d'être soutenu sur une période peut-être un petit peu plus intense. En termes de services de répit, ici, on parlera du répit comme un service ou des services qui consistent à libérer temporairement le proche aidant de son rôle en tant qu'aidant pour lui permettre de refaire un peu un boost d'énergie, de se reposer, mais aussi de pouvoir acquitter ses autres obligations personnelles ou professionnelles. Le répit peut être individuel, offert à domicile ou dans une ressource d'hébergement. Alors, on est allé vraiment assez large dans les services de répit. Il peut aussi prendre la forme d'un répit de groupe, comme celle qui est offerte dans les centres de jour. Et les services de répit vont, dans ce cas-ci, également inclure les répits qu'on dit accessoires ou celui qui permet à des aidants d'assister à d'autres ou de bénéficier à d'autres types de services, des services d'information, de formation, de soutien psychosocial auxquels ils ne pourraient pas avoir accès s'ils n'avaient pas un répit, donc quelqu'un qui pouvait prendre soin ou se substituer à leur rôle de proche aidant pour qu'il y ait accès à d'autres types de services. Alors, parmi les services de répit, je vais vous avouer que c'est un service qui est très, très, très apprécié, notamment pour pouvoir quitter la maison en toute sécurité sans devoir influer sur la routine de la personne aidée. Il est apprécié également en centre de jour pour permettre à la personne aidée de socialiser et d'avoir des activités qui sont adaptées à cette personne-là. Et c'est également un temps apprécié pour l'aidant pour vaquer à ses propres occupations. Ce qui est moins apprécié, c'est la non-flexibilité des horaires, le non-remplacement s'il y a des absences, la non-disponibilité des services, notamment en soirée, le week-end, lors d'imprévus. Le fort roulement de personnel qui oblige l'aidant à devoir réexpliquer un peu les routines auprès de la personne aidée et encore une fois, la non-gratuité des services comme on avait vu antérieurement, qui est également un frein ou une difficulté à l'utilisation de certains services et qui est également moins apprécié. Encore une fois, les aidants recommanderaient les services très fortement. Pour la liberté que ça donne, pour prendre du répit, ça nous permet de reprendre notre souffle, de pouvoir penser à soi de temps en temps. Alors, c'est quelque chose qui est, encore une fois, très apprécié et qui permet vraiment à l'aidant pour certains d'entre eux, de poursuivre son rôle. Ce sans quoi plusieurs nous ont dit que si ce n'était du répit, ils ne pourraient poursuivre cet engagement comme proche aidant. Alors, nous avons également demandé aux proches aidants à quel moment ils ont reçu ou débuté l'offre des services pour les soutenir versus le moment qu'ils auraient souhaité. Alors, je vous ai donné ici quelques éléments d'information. Alors, pour 34,7% de nos répondants, c'était au début du parcours comme aidant, alors que 57,2%, c'était à un autre moment. Alors, l'autre moment, c'était lorsqu'ils ont commencé à trouver la tâche lourde, lorsque l'aidé demandait davantage de surveillance ou lorsque l'entourage ou les professionnels ont perçu des signes d'épuisement chez l'aidant, ou lorsque l'aidant avait épuisé toutes ses ressources personnelles pour soutenir l'aidé, ou lorsqu'ils ont appris l'existence des services. On s'entend ici que c'est quand même des aidants qui recevaient déjà des services lorsqu'on les a contactés dans l'enquête. De là, un fort taux, je vous dirais, de gens qui ont rapidement eu accès à des services. Néanmoins, ça vient nous indiquer que par les autres moments,
qu'on a peut-être du travail à faire ou à cibler pour amener ces gens à utiliser les services afin qu'ils évitent l'épuisement qui est lié à ce rôle. Les moments où les aidants auraient préféré recevoir des services, on nous dit 39% au début du bon parcours d'aide, et à d'autres moments, ça vient quand même nous éclairer aussi sur comment est-ce qu'on peut, comme professionnel de la santé, soutenir ou encourager les aidants à avoir recours. On disait, l'autre moment, c'est lorsque l'aidé est prêt à recevoir de l'aide, ce qui est parfois en dichotomie entre ce que la personne aidante souhaiterait et l'aidé qui peut refuser certains services. C'est aussi de faire connaître les services lorsque l'aidé consulte des professionnels ou est hospitalisé. On dit que c'est un moment charnière. Les aidants nous disaient que c'est un moment clé ici, à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'information aux proches aidants sur les ressources et la prévention de l'épuisement alors qu'on est dans cette période de transition importante? Lorsqu'on consulte un professionnel ou lorsqu'il y a surgit une hospitalisation. Et également, l'accompagnement lorsqu'il y a la réticence de la part de l'aidé, surtout lors de la détérioration de santé de l'aidé. Est-ce qu'on pourrait avoir un soutien pour nous aussi faire valoir notre point de vue lorsque l'aidé, lui, ne veut pas recevoir de services ou de soutien? Je regarde le temps qui file, alors je vais passer rapidement aux circonstances qui ont amené les aidants de notre enquête à demander de l'aide. Alors, ils nous ont dit, lorsqu'on a senti qu'on avait besoin d'être aidé, on avait besoin d'informations, de mieux comprendre et de soutien face à la situation et qu'on avait le besoin de s'adapter à la situation. On a notamment rencontré des aidants qui nous ont dit, mais je sentais que je me sentais épuisée. Je me sentais découragée, je me sentais dépassée. Alors là, j'ai été demander de l'aide. Donc, on attend souvent qu'on se sente vaciller dans notre rôle d'aidant. Et pour certains, c'était de se sentir reconnu en tant que proche aidant. Alors, pour les circonstances qui ont amené à demander de l'aide. Parmi les services souhaités, on a notamment en termes de services de soutien psychosocial, on a dit est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir recours à davantage de services individuels et d'écoute? Et ça, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que le rôle d'aidant, il est souvent non-stop. On ne sait pas les moments où est-ce que ça va être plus difficile et s'il y avait une situation d'urgence, vers qui est-ce que je pourrais me tourner? C'est aussi tout le soutien dans l'accompagnement, dans la recherche de services complémentaires. Les aidants disent parfois, j'ai de la difficulté peut-être à identifier certains de mes besoins. Je ne connais pas vraiment les services, alors ça devient difficile pour moi aussi de savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui pourrait m'aider. En termes de services de répit, ce qui a été largement mentionné, c'est une plus grande couverture des services de répit, l'augmentation du nombre d'heures allouées qui était restreint parfois dans certaines régions, et d'avoir accès à une banque de ressources fiables et à moindre coût pour du gardiennage ou de la surveillance lorsque notre nombre d'heures qui est alloué par un organisme dans notre région pour pallier à des heures supplémentaires. Est-ce qu'on pourrait au moins avoir des références plutôt que d'avoir à faire les démarches pour trouver une ressource fiable? Alors, je vous laisserai peut-être sur des pistes de réflexion. Probablement que ça sera aussi discuté lors de notre période de questions. Mais suite à ces résultats, nous nous sommes questionnés à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les différents services qui sont offerts. Alors, ne serait-ce que de diversifier l'offre de services de soutien psychosocial, effectivement, compte tenu de besoins, oui, individuels, mais également de besoins qui ont été soulignés pour la DIAD, donc aidant-aidé, et également des groupes. Revoir aussi les possibilités d'offrir ces services à faible coût, puisque c'est un frein également à l'utilisation pour certains aidants. Est-ce qu'on pourrait penser à étendre l'offre de services de répit à domicile et en centre de jour afin qu'elle reflète davantage les besoins des aidants, donc une accessibilité 24/7, sur des courts séjours d'une semaine à 2 pour certains, et de l'aider aussi qui, pour certains aidants, nous disaient que ce serait bien que l'aidé ait des activités de stimulation qui sont adaptées à sa condition lors de ces périodes de services de répit.
Est-ce qu'on pourrait penser à développer de nouvelles modalités de services d'aide et de soutien qui vont répondre aux besoins immédiats des aidants en situation de crise? Est-ce qu'on pourrait aussi penser à soutenir la mise en place de programmes de formation qui sont accessibles pour les intervenants des organismes qui offrent des services d'information, de formation, de soutien et de répit, puisque c'est une des composantes importantes de la confiance qui est établie entre l'aidant et les gens qu'il va aller rencontrer pour les services, les différents services. C'est pour certains une difficulté à bien saisir ce qui se passe entre le milieu communautaire et le service, le système de santé. Est-ce que certains nous disent que c'est pratiquement un labyrinthe, tout ça? Est-ce qu'on pourrait accroître leur image donc, entre les services offerts par les organismes communautaires avec ceux offerts par les CIS, les CIUS, via les programmes notamment de soutien à l'autonomie des personnes âgées et dont le soutien à domicile? C'est de développer aussi peut-être des corridors de communication qui se voudraient plus formels et systématiques entre les professionnels de la santé et les milieux communautaires qui dispensent des services d'aide et de soutien aux aînés, afin vraiment de s'assurer d'évaluer et de répondre aux besoins individuels des proches aidants. C'est aussi de poursuivre peut-être la sensibilisation de la population au rôle de proche aidant en partenariat avec nos professionnels de la santé et des services sociaux et les intervenants qui gravitent dans l'approche aidance. On a également eu écho sur comment intégrer ou mieux définir les perspectives interculturelles du rôle de proche aidant afin de rejoindre les aidants d'origine ethnique diverses qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la terminologie de proche aidant. Et c'est de poursuivre également la promotion des services disponibles par différents médiums. En fin de compte, c'est d'accroître l'arrimage entre les différents services offerts. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion également qui pourraient être envisagées à ce niveau-là. Alors, on pourra en rediscuter donc lors de la séance de questions. Ceci étant, je vais tranquillement transiter vers Mélanie, mais avant tout, je tenais à remercier les proches aidants qui ont vraiment offert avec générosité de nous donner des éléments d'information. Donc, sur leur situation d'aidants, les organismes communautaires également qui se sont prêtés au jeu, l'appui pour les proches aidants d'aînés, autant les appuis régionaux et nationaux pour nous avoir permis de faire cette enquête-là. Alors, si vous avez des questions, des commentaires qui ne pourront être discutés lors de ce webinaire, je vous inviterai à nous écrire et puis on pourra continuer l'échange. Mais pour l'instant, je cède la parole à Mélanie. Merci beaucoup, professeur Dubé. C'était une présentation super intéressante. Moi qui est un peu loin de la réalité des proches aidants, je trouve que ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre. Puis maintenant, je cède la parole à Mme Mélanie Péroux qui va procéder à sa présentation. Bonsoir. En fait, bonjour pour chez vous. Moi, je suis en Europe, donc bonsoir. Je vais vous parler un peu des paradigmes pour mieux soutenir les personnes proches aidantes. Véronique a parlé des services existants. Je vais parler un peu j'aurais envie de dire de deux tabous qui existent actuellement et de qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi de manière générale. Donc, le regroupement des aidants naturels du Québec, rapidement, on regroupe 92 organismes à travers le Québec. On existe depuis les années 2000 et on fait majoritairement du soutien aux organismes qui sont membres chez nous. C'est ceux qui offrent des services aux proches aidants, donc entre autres ceux dont Véronique a parlé. On fait de la promotion et de la sensibilisation. Entre autres aussi, là, la Semaine nationale des proches aidants vient de se terminer au Québec. Cette année, on était beaucoup autour de la bienveillance et je pense que quand vous allez voir le thème de ma présentation, vous allez comprendre pourquoi on a choisi la bienveillance cette année au regroupement des aidants naturels du Québec. Effectivement, on n'est pas tous d'accord sur la définition des proches aidants. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je veux juste dire que pour nous, au RANC, c'est très important qu'on considère les proches aidants au-delà de la personne qui offre des soins de santé, parce qu'on peut faire beaucoup d'autres tâches pour la personne qui est malade, qui a un handicap, qui a une maladie santé mentale, santé physique, etc. C'est aussi qu'on peut le faire dans plusieurs endroits différents. On peut être proche aidant, on accueille la personne chez nous, ou la personne est chez elle, c'est nous qui allons chez elle, ou elle est placée, elle est en hébergement et on va régulièrement la voir. Ça peut être effectivement du soutien occasionnel ou sur du long terme. Et là, on a une complexité au Québec, c'est qu'on ne sait pas combien de temps les personnes restent proches aidantes dans la durée, en fait.
Pour nous, il n'y a pas d'âge pour être proche aidant. On peut être proche aidant à 8 ans comme on peut être proche aidant à 83 ans. Et puis, c'est un rôle qui s'additionne. On n'est pas seulement proche aidant, on est aussi un parent, on est aussi un citoyen, on est aussi un professionnel, un étudiant ou un bénévole. Et c'est cette conciliation de toutes ces casquettes-là qui est compliquée pour les proches aidants. Quelques constats sur la proche aidance. Donc, un Québécois sur 4. Il faut environ 2 ans avant qu'une personne proche aidante se reconnaisse comme telle. Souvent, ça se fait petit à petit, on ne réalise pas, on commence quelques tâches par-ci, par-là, et puis un jour, on se rend compte qu'on y passe plus que 10 heures par semaine. Un proche aidant sur 3 est salarié quand on regarde tous les proches aidants, pas seulement ceux d'aînés, mais il y en a 20% qui vivent de l'insécurité financière. Donc, c'est ce que disait Véronique par rapport à tous les coûts additionnels ou quand on travaillait, donc la réduction des heures de travail. Au niveau du profil des proches aidants, nous, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de faire changer déjà comme paradigme. C'est qu'il y avait vraiment cette image historique de le proche aidant, il aide une personne aînée, et puis lui-même est souvent aîné parce que c'est le conjoint ou la conjointe. Mais c'est seulement 75% des proches aidants qui sont comme ça, c'est beaucoup quand même, 75%, mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier tous les autres. Et par exemple, donc il y a 15% des proches aidants au Québec qui ont moins de 15 ans, et pour 33% d'entre eux, ils s'occupent de leurs grands-parents, ça veut dire qu'ils sont donc proches aidants d'aînés. Chez les femmes, donc elles sont plus nombreuses chez les proches aidants de manière générale, un peu moins quand on est vers une personne aînée. Mais ce qui est important de savoir, au-delà des chiffres de pourcentage, c'est vraiment qu'elles vivent plus fortement l'impact d'être proche aidante. Elles vivent plus de stress, plus d'épuisement, plus de réduction des loisirs et plus d'appauvrissement. Et puis, elles sont 43,2% à dire qu'elles n'ont pas choisi d'assumer ce rôle qui leur a été imposé, et comparativement aux hommes où c'est plus proche des 40%. Donc, au niveau des risques par rapport à la santé mentale, on voit qu'être un proche aidant d'une personne qui a une démence, c'est augmenter de 45% le risque d'éprouver de la détresse psychologique. Quand on en vient au niveau des soins palliatifs à domicile, c'est 1/3 des proches aidants qui vivent cette détresse-là. Et puis, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Véronique, mais il y a effectivement quelques chiffres sur la diminution des activités de détente, le temps avec le conjoint, l'annulation des vacances, etc. Moi, je vais vous parler donc de 2 tabous sur les 3. Je ne vais pas aborder le tabou du suicide, même si c'est très important aussi et c'est quelque chose qui est très peu abordé dans la proche aidance. Je vais surtout vous parler donc d'un projet de recherche qui concerne la maltraitance envers les personnes proches aidantes et des risques d'homicide-suicide dont il y a eu un cas emblématique récemment au Québec. Donc, cette recherche-là, c'est une recherche dirigée par Sophie Etier, qui est professeure-chercheur à l'Université de criminologie et des sciences sociales de l'Université Laval, qui a été financée par le projet CADA, Québec Amis des aînés, du ministère de Santé et Services sociaux et du ministère de la Famille. Donc, c'est un projet en plusieurs temps. Tout d'abord, c'est une recension des écrits, donc 53 articles qui ont été recensés. Ensuite, j'essaye de... Moi, mon PowerPoint apparaît qu'à moitié. Je ne sais pas si ça se voit chez vous aussi. C'est des interviews individuelles avec des proches aidants maltraités, donc au nombre de 15. C'est des groupes de discussion avec des aidants à travers le Québec. On est vraiment allé de l'Abitibi au Bas-Saint-Laurent, donc pour 95 proches aidants. C'est des groupes de discussion avec des intervenants, pareil, dans différentes régions du Québec. Et c'est 3 forums de consultation pour revenir auprès de ces personnes-là et savoir qu'est-ce qui se passe. Okay. Donc, vous voyez très bien, parfait. Ces 3 forums viennent de finir, ils étaient pendant la semaine des proches aidants, donc on va avoir le retour des proches aidants dans les prochains temps. Alors, quelques pistes de réflexion. Ensuite, la recension des écrits. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur les 53 articles au niveau international qui traitent de la maltraitance envers les proches aidants,
le terme maltraitance n'est pas du tout défini. On peut aller de la violence psychologique à la violence sexuelle, à la violence physique, et d'une étude à l'autre, on ne spécifie pas forcément. Fait qu'on n'a pas de prévalence. On part d'un pourcentage de 6 à 85% des proches aidants qui seraient concernés. Donc, on ne peut pas se fier sur ce chiffre-là. Par contre, ce qui a permis cette recension des écrits, c'est que sont prédéterminants de la maltraitance qui peuvent être modifiables en fait. Donc, soit des facteurs liés à la personne aidée, à la personne aidante ou à leur environnement. Il faut reconnaître le risque que les proches aidants eux-mêmes soient maltraités et que ce n'est pas seulement eux qui maltraitent. Il faut prêter attention aux caractéristiques de la relation de la personne aidée, de la personne aidante et au contexte familial. Il y a vraiment aussi un besoin de redéfinir ce que c'est que la maltraitance pour prendre compte de cette réalité-là de relation aidant-aidé qui est pour le moment pas vraiment abordée. Et puis, donc il y a la nécessité de mettre en place des mesures de soutien pour diminuer le risque de maltraitance et pour permettre à la personne proche aidante, quand elle est dans une dynamique comme ça, de s'en sortir. Et enfin, il y a une hypothèse d'une interrelation qui, donc pour le moment, c'est vraiment au stade d'hypothèse, que le fait de ne pas obtenir ou d'être perçu par les institutions ou la société d'une certaine manière augmenterait la maltraitance dans la relation d'aidant-aidé ou celle de l'entourage. Fait que, y a 4 sources de maltraitance qui ont été répertoriées dans les différents groupes et les différentes entrevues qu'on a fait. La première, c'est les institutions. Donc, majoritairement, parce que presque tout se passe par le réseau de la santé, ils ont effectivement parlé du réseau de la santé, mais ça peut être aussi au niveau scolaire, quand c'est des jeunes proches aidants. Ça peut être aussi les banques, ça peut être vraiment beaucoup d'organismes différents. Ça peut être les organismes communautaires aussi, même si c'est moins ressorti. Ensuite, la deuxième provenance, et ça a été moins attendu, on s'y attendait moins, c'est vraiment l'entourage. Donc, la famille plus proche, quand c'est la sœur qui est proche aidante, et ben, le reste de la fratrie peuvent être maltraitant de différentes manières. La troisième source, et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti dans les écrits, c'est l'aider, majoritairement dans des cas de démence ou de troubles du comportement. Et puis, la dernière source qui n'était pas ressortie dans les écrits, mais qui est vraiment fortement ressortie dans nos entrevues, c'est l'aidant lui-même. Donc, je vais aller plus dans le détail ensuite sur comment se manifeste cette maltraitance, mais c'est vraiment les quatre grandes catégories de provenance de la maltraitance. Donc, au niveau des institutions, il y a vraiment l'idée de la maltraitance physique. Donc, on va médicaliser le proche aidant quand il en vient à exprimer un mal-être lié à une forme à son rôle, en fait. Au lieu d'essayer alléger son rôle, on va plus vite aller vers un antidépresseur ou un somnifère, par exemple. Il y a le niveau psychologique, il y a du jugement, il y a on ne reconnaît pas l'expertise du proche aidant qui vit quotidiennement avec la personne. Il y a une tolérance ou une indifférence quand on sent qu'il y a dans la relation quelque chose qui est maltraitant, mais qu'on sait qu'on ne peut pas offrir autre chose, et ben, on va maintenir ça dans l'état parce qu'on se dit, dans le fond, si j'interviens, si je commence à ouvrir la boîte, je n'ai pas de service à rendre à cette personne-là pour pouvoir l'aider dans cette problématique. Enfin, il y a tout ce qui est la violation du droit de choisir d'être proche aidant. Il y a une imposition du rôle liée à c'est votre conjoint, c'est votre mère, donc c'est à vous de tenir ce rôle-là. Lié aussi au fait on n'a pas de service, on le sait, on a de la difficulté à répondre aux besoins de la personne aidée et finalement, on est content quand il y a une personne proche aidante qui peut tenir ce rôle-là. Et puis, il y a une surresponsabilisation du rôle, c'est-à-dire qu'on va donner plus de tâches que ce que le proche aidant peut faire, sans forcément lui demander d'ailleurs si pour lui c'était un choix de faire ces tâches-là en particulier. Enfin, donc, Véronique en a parlé, il y a tout ce qui est du coût des services, ça devient de plus en plus
régulier, qu'il y a un coût et les coûts sont de plus en plus forts, surtout quand on voit les besoins de répit dans les régions, par exemple, où on ne peut pas payer de la même manière quelqu'un qui vient une fois par semaine ou la fin de semaine que ce qui est proposé comme soutien financier actuellement, qui ne couvre absolument pas les coûts. Donc, toujours au niveau des institutions, on a fait un peu une liste parce qu'on se rendait compte que les gens ne réalisaient pas forcément de comment cette maltraitance-là pouvait s'exprimer. Donc, il y a vraiment aussi l'idée de retenir l'information, puisque dans le fond, on dit c'est la personne aidée, c'est son dossier médical, c'est ses informations, c'est confidentiel. Et donc, le proche aidant se retrouve des fois ne sachant même pas le diagnostic exact de la personne, mais à devoir l'aider au quotidien. Et ce que je disais tantôt, ne pas soutenir les proches aidants ou les laisser s'épuiser, aller jusqu'au bout de là où ils sont capables avant de leur proposer des services. Il y a prioriser les volontés de l'aider. Donc, quand l'aider, par exemple, ne veut pas prendre un bain, ça s'arrête là. Tant pis pour l'aidant, c'est à lui de le faire. Et si l'aider ne veut pas qu'il y ait quelqu'un extérieur à la famille qui vienne. Et donc, on n'est pas forcément dans une logique de médiation, on est vraiment plus dans une logique de ça incombe au proche aidant et puis on s'arrête là. Le fait d'envisager les proches aidants uniquement comme maltraitants et ne pas se dire qu'eux aussi peuvent être maltraités, alors que c'est quand même des situations qui sont plus courantes qu'on ne le pense. Il y a une hiérarchie dans les aidants qu'on fait, donc en fonction de la maladie de la personne aidée, en fonction de l'âge du proche aidant, on va donner plus de ressources ou plus d'importance à ce que la personne va dire qu'à d'autres. Il y a le fait effectivement d'attendre que la personne proche aidante demande des services. Or, eux, ne sachant pas ce à quoi ils peuvent avoir droit, souvent sont dans une restriction d'exprimer leurs besoins. Au niveau de tout ce qui est maltraitance, donc comme je le disais tantôt, on justifie beaucoup le fait que il faut que la situation reste pareille parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à offrir actuellement. Et puis, on va aller plutôt vers puisque vous êtes dans une situation compliquée, on va traiter la situation sans traiter la source de cette situation-là. Fait qu'au lieu d'essayer d'agir sur la maltraitance, on va vraiment plus agir sur les conséquences de cette maltraitance-là. Je parlais tantôt, ce n'est pas juste le réseau de la santé, les milieux de travail sont parfois très peu conciliants. C'est seulement 30% des employeurs qui sont informés que leurs employés sont proches aidants et qui donc mettent en place des mesures de conciliation. Il y a tout ce qui est les jugements négatifs, les propos offensants, donc du personnel, mais aussi de la société de manière générale. Il y a le coût élevé des ressources, comme je disais. Il y a du retrait de droit de visite de la personne aidée. On a vu plusieurs fois ça dans l'hébergement surtout. Donc, c'est le proche aidant qui a un peu trop manifesté du mécontentement vers les services reçus ou sollicité plus de services. Et donc, on va l'empêcher de venir voir la personne qui l'aide ou qui l'accompagne. Et puis, il y a une pathologisation des difficultés liées au rôle de proche aidant sans aller chercher le pourquoi on en est arrivé là exactement. Donc ça fait le tour des institutions. Au niveau de l'entourage, ce qui n'était absolument pas mis de l'avant dans la recension des écrits, c'est beaucoup du psychologique. On impose le rôle de l'aidant, on isole le proche aidant, on ne le reconnaît pas, on ne le soutient pas. En fait, souvent, quand un membre de l'entourage vient voir la personne, ce jour-là, ça va mieux ou on ne se rend pas compte, on ne réalise pas à quel point c'est compliqué. Et donc, si le proche aidant commence à exprimer des plaintes, etc., il y a une incompréhension qui se crée au niveau de la famille ou même carrément une indifférence face au comportement de la personne aidée. C'est sa maladie, c'est comme ça, alors il faut que tu endures parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et puis, il y a la maltraitance financière. C'est pas toujours, c'est pas dans toutes les familles ou c'est pas tout l'entourage qui contribue financièrement
aux soins de répit, aux soins de santé. Ben, si tu as besoin de répit, c'est toi qui te le payes, c'est normal, c'est pas moi qui veux en profiter, fait que c'est normal que ce soit toi qui assume ces frais-là. Ou si la personne, par exemple, aidée, n'a pas les moyens d'assumer certains frais, c'est le proche aidant qui est présent à ce moment-là qui va le faire et on ne va pas forcément partager les coûts par la suite. Au niveau de la personne aidée, donc, ben, il y a les agressions physiques, les agressions sexuelles, le fait de frapper, brusquer, pincer. Il y a les affections, il y a les agressions psychologiques et verbales. Il y a toujours la pression pour exercer le rôle qui se traduit comme mais moi, je ne veux que toi. C'est que toi qui est capable de me donner ce service-là. Je ne veux personne, je ne veux pas d'étrangers chez moi. Il y a les paroles violentes, il y a l'intimidation. Il y en a beaucoup qui disaient peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez bien, il ou elle en veut toujours plus ou différemment en tout cas c'est ça. Donc il y a vraiment une dynamique qui s'est créée. Il y a le refus de soins, comme je le disais tantôt, et puis il y a le refus de payer qui oblige le proche aidant, lui, à assumer les frais dans ces situations-là. Je vois il reste 2 minutes, parfait. Alors, donc au niveau de l'aidant, c'est le refus de reconnaître ses propres besoins, s'épuiser à assumer le rôle et puis normaliser ce qu'on fait. Dans le fond, c'est normal, je suis le parent, le conjoint, etc. Les conséquences de la maltraitance, elles sont sur différents plans. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a physique, matériel, santé mentale et financière, puisqu'il y en a qui vont jusqu'au procès. Les raisons du silence de cette maltraitance-là, sans aller dans le grand détail, il y a souvent une dynamique qui existe depuis longtemps, de secret dans la famille. Il y a aussi une méconnaissance de ce que c'est que la maltraitance, un manque de sensibilisation. Et puis, il y a des manques d'accès à l'information, du manque d'accès aux services et une absence de politique spécifique qui considère les proches aidants. La première politique, elle date de juin 2018, qui nomme le mot proche aidant. Au niveau des risques d'homicide-suicide, on en a beaucoup parlé avec le procès Michel Cadot. C'est un tabou même chez les proches aidants. Il y en a certains qui considèrent que c'est un problème de santé mentale ou une faiblesse. Et une des raisons pour laquelle on en parle peu, c'est qu'on a honte, on a peur de se faire retirer le fait de prendre soin de la personne si on se met à raconter les 3 types d'idées qu'on peut avoir. Donc, imaginer un homicide actif, un homicide passif ou l'euthanasie. Donc, la plupart ne souhaitent pas en parler à cause de ça. Et très peu comprennent que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on va passer à l'acte. Et ça nous amène à, souvent on voit quand il y a une évaluation du proche, on fait l'évaluation de ses besoins et on ne va pas vers l'évaluation de l'objectif. Et il y a 3 grands objectifs de qu'est-ce que les proches aidants veulent. Il y a le rétablissement de la personne malade ou blessée, il y a le maintien ou l'amélioration de la qualité de vie et il y a assurer une fin de vie selon les volontés de la personne aidée. Et si on n'atteint pas ces objectifs, il y a une augmentation de la détresse, il y a une augmentation de la maltraitance et un risque d'homicide qui est accru. Je vais finir il me reste une diapo dans le fond. Sur les services, Véronique en a beaucoup parlé, on voit que ceux qui en ont sont quand même relativement satisfaits, surtout les proches aidants aînés, mais ils ne sont pas adaptés tout le temps à tout. Et seulement 6 personnes, des personnes se reconnaissant comme proches aidantes, utilisent les services et ça, c'est vraiment questionnant en fait. Fait que nous, on a une approche il faut changer le paradigme pour changer aussi les services. Le premier, c'est ne plus se centrer sur la situation de la personne aidée, mais bien ou de sa maladie, mais sur la situation du proche aidant lui-même pour évaluer ses besoins. Et ça, donc, le dossier santé proche aidant qui s'en vient devrait aider. Le deuxième, c'est ne pas seulement se centrer sur le proche aidant principal, mais sur l'ensemble de la famille ou du réseau du proche aidant, reconnaître les aidants secondaires, faire des interventions familiales. Et le troisième, c'est ne pas se centrer sur un soutien individuel du proche aidant,
l'environnement dans lequel il évolue, sans tenir compte de comment le réseau de la santé, de par ses difficultés de fonctionnement, de par le changement personnel constant, de par les manques de coordination parfois, d'arrimage entre certains services, crée une forme de maltraitance envers les personnes proches aidantes. Donc nous, c'est nos trois grands recommandations. Pas juste aller vers le service de proximité, mais aller vers aussi de manière plus large sur les facteurs environnementaux. C'est pour ça qu'on avait proposé une politique. Je n'aurai pas le temps de vous le détailler, mais elle est sur notre site internet, que vous retrouvez l'information ici. Mais c'est vraiment une politique de soutien aux proches aidants, tous les proches aidants, pas seulement les proches aidants d'aînés, peu importe la situation de leur personne, et qui recouvre tous les domaines. Voilà. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était très, très intéressant. On a une question de Amina Mizdour qui demande comment la RANQ a contribué à l'étude de Mme Sophie Etier sur la maltraitance des PAA. Donc nous, on est partenaires principaux sur ce projet-là, fait qu'on a contribué à recruter à travers les organismes qui sont membres chez nous, les proches aidants qui ont participé, les intervenants qui ont participé, et ensuite on travaille sur tout ce qui est donc l'analyse des résultats de recherche. Donc c'est pas nous qui faisons la première analyse, mais une fois que l'analyse est relativement bien, parce que des lignes et des lignes de verbatim, c'est vraiment trop compliqué à traiter. Donc, une fois qu'ils sont pré-classés, on donne un point de vue plus terrain, j'aurais envie de dire à ça. On contribue dans l'écriture d'articles et par ce que je suis en train de faire ce soir, donc, on contribue au niveau de la diffusion des résultats et de la création de l'outil de sensibilisation qui va être mis en place suite à qui est dans le fond le but de cette recherche. Merci beaucoup. On a encore le temps pour quelques questions. S'il y a des gens qui veulent se manifester dans le module questions et réponses. José Grenier qui dit merci pour la présentation. Je vais laisser encore quelques temps si vous avez des questions. José Grenier demande si nous aurons accès bientôt au rapport de recherche. Le rapport de recherche, je ne sais pas s'il est déjà en ligne ou pas. L'article, il est en français et il va être publié dans les prochaines semaines. De toute façon, sur le site du RANC, nous, c'est le genre d'information qu'on met en ligne, effectivement. Sur les médias sociaux aussi, Facebook, Twitter, etc. C'est une recherche qui est tellement importante qu'on veut vraiment la diffuser le plus possible, le plus loin possible, puisque c'est la première fois en fait au Québec, la première fois au Canada même d'ailleurs. Et dans les 53 études dont je parlais, il y en a très peu et sont très spécifiques à certaines populations. Fait que sans dire que c'est la première fois dans le monde, ça reste que c'est la première fois qu'on va si loin dans ce sujet-là, en fait, et qu'on ne le traite pas seulement à la marge d'un autre projet de recherche. Merci beaucoup. On a une autre question de Stéphanie qui demande à Mme Pérou, dans le fond, qui parlait d'un dossier de santé proche aidant, de quoi est-ce qu'il s'agissait en particulier, puis qui mentionnait l'objectif de l'élaboration d'un outil pour les proches aidants, puis qui demande quel type d'outil ce serait. Le dossier proche aidant, c'est un peu comme on a un dossier patient, dans le fond, ce serait la même chose. C'est le ministère Santé et Services sociaux qui travaille sur ce sujet-là depuis peut-être 3 ans. Je ne voudrais pas me mettre les pieds dans les fleurs du tapis, mais en tout cas, nous, on est informés de ça depuis 2 ans. C'est dans l'idée que la personne, quand on ouvre un dossier d'un patient, on ouvre à peu près en même temps et de manière reliée un dossier pour le proche aidant, pour qu'il y ait une évaluation de ses besoins, mais aussi pour que quand il revient dans le réseau de la santé pour un besoin plus tard, qu'on voit qu'il soit proche aidant et qu'on puisse lui proposer des services aussi. Tantôt, Véronique mettait de l'avant le fait que certains proches aidants reçoivent les services plus tard qu'au moment où il y a eu un diagnostic, ben ça permettrait ça en fait. Ça permettrait qu'on n'en échappe pas s'ils n'ont pas tout de suite pris la balle au bond du service au moment du diagnostic, qu'ils puissent l'avoir plus tard plus facilement.
L'outil pour les proches aidants liés à la maltraitance, c'est plusieurs en fait d'outils. La première, c'est une affiche de sensibilisation qui marque différents cas de maltraitance et en opposition différents cas de bientraitance. Donc, c'est plusieurs scénettes sur le même outil. Et c'est aussi un outil d'intervention qui peut être utilisé soit en formation, soit en information pour les proches aidants eux-mêmes. Donc, qui sera décliné sous forme de dépliants et peut-être de vidéos pour qu'on puisse parler de chaque situation différente. Et les situations, elles sont à la fois spécifiques et à la fois très larges, fait que chacun peut y voir différentes situations, différentes raisons de maltraitance, différents environnements différents et que ça permet de relier plus de monde. Donc, merci beaucoup. On n'aura malheureusement pas le temps pour les autres questions. C'était des présentations très intéressantes. Vos réponses aux questions étaient très pertinentes aussi. Donc, je tiens à remercier chaleureusement nos conférencières Véronique Dubé et Mélanie Péroux. Je vous rappelle que vous recevrez un courriel dans les jours qui suivent avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et les PDF de la présentation. Vous allez aussi recevoir de l'information prochainement sur notre prochain webinaire qui aura lieu le 27 novembre et qui portera sur la thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux. Merci à tous d'avoir participé à cette dégustation du savoir. Bonne journée.